Dominique a su surmonter le deuil de son mari, mais vous, chez vous, peut-être que vous vous dites, ben oui, elle a trouvé l'amour, elle est joyeuse, elle est solaire, mais moi, je m'en sors pas. Romain. Effectivement, un deuil, c'est quelque chose qui n'est jamais facile. Alors même si là, on a la chance d'avoir Dominique sur le plateau, on la voit rayonnante aujourd'hui. Je pense que si vous lisez son livre, il est évident qu'on passe par des phases où ça va bien et d'autres phases où ça va pas bien du tout. Ça va pas bien du tout, pourquoi ? Parce que votre cerveau est une machine à faire des comparaisons en permanence. Et vous allez vivre dans cette comparaison entre le fantasme de la vie avec l'être aimé qui a disparu. Ah, s'il était là, ça se passerait comme ci, comme ça. Et vous comparez ça à votre réalité consensuelle. Et cette comparaison déchire. Déchire pendant combien de temps ? En règle générale, le processus de deuil va durer 1 an. 1 an, pourquoi ? Parce que ça va être toutes les premières fois où je compare ma réalité avec mon fantasme. Alors, comment dépasser ça ? Eh bien, la première étape, et vous l'avez très bien dit, c'est qu'il ne peut pas y avoir de mort sans avoir de vie. Et vous avez le choix, vous pouvez décider de célébrer la vie plutôt que de célébrer la mort. Alors, en Europe, on est très fort pour célébrer la mort avec des rituels, avec qu'ils soient religieux ou non, prendre son temps et son attention et son focus à mettre sur la mort, que ce soit des mises en bière, le cimetière, les fleurs tristes, alors que dans d'autres cultures, on a le choix de célébrer la vie. Vous allez par exemple en Afrique, où là, il y a beaucoup de couleurs. Je vous encourage d'ailleurs à regarder le dessin animé Coco, qui est tout simplement un hymne finalement à la vie et finalement... Mais qui ne se passe pas du tout en Afrique. Qui ne se passe pas du tout en Afrique, pas du tout. Qui se passe plutôt en Amérique latine. En Amérique latine, oui. Et finalement, célébrer la vie va devenir un choix. Un choix comment ? Par l'intermédiaire de votre sensorialité et surtout d'aller donner un sens à quelque chose qui n'en a pas. Et là, ça devient très intéressant. Vous avez pris le parti de célébrer l'amour en comparatif de la mort. En ce qui me concerne, moi, il y a quelques temps, j'ai battu le record du monde d'immersion dans la glace pour une petite fille qui est décédée, qui a donné lieu à l'association Wonder Augustine. Et finalement, ce record, ça a été de donner un sens à la mort d'un enfant qui n'en avait pas. Donner un sens dans votre quotidien va donc être primordial. Prendre le temps de célébrer la vie et de vous remettre dans la vie, c'est-à-dire dans des activités auxquelles vous allez pouvoir ressentir cette émotion. Parce que l'émotion est toujours dépendante du contexte et de la sensorialité que vous allez sentir. Donc, qu'est-ce que les yeux peuvent voir, qu'est-ce que les oreilles peuvent entendre, qu'est-ce que le corps peut sentir et ressentir. Cette sensorialité est très importante. Mais à quel moment ? Parce que le deuil est quand même nécessaire, on doit quand même s'arrêter et vivre sa douleur à un moment ou pas ? Voilà. Parce que là, vous entendre, est-ce qu'on doit faire ça tout de suite ou après 1 an, comme vous le disiez ? Alors, il n'y a pas de bonne réponse à cette question, mais ça arrive au 3e point, que j'allais y arriver, c'est que oui, le deuil fait mal. Oui, le deuil fait souffrir. Vous ne pouvez pas ignorer cette souffrance. Ignorer cette souffrance, la mettre de côté, c'est juste finalement y revenir plus tard, par la suite. Tôt ou tard, vous allez être confronté à cette tristesse. Donc, autant finalement comprendre qu'elle fait partie de vous. Prendre le temps de la sentir et de la ressentir et de lui dire « Ok, c'est ok, tu es là, je te ressens, j'ai mal au ventre, je pleure, c'est ok, mais elle n'est que passagère. » Pourquoi ? Parce que vous vous faites traverser par vos émotions. Personne ne reste malheureux toute sa vie. De la même manière que personne n'est heureux toute sa vie. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a des gens qui appréhendent la mort différemment, c'est ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente, parce qu'ils ont touché, en tout cas c'est ce qu'ils racontent, Effectivement, ils ont touché à des choses de près. Les expériences de mort imminente, les EMI ou en anglais les NDE, pour Near Death Experience, en fait c'est un élément scientifique. 30% des gens qui ont vécu un arrêt cardiaque vivent une expérience de mort imminente. Alors qu'est-ce que c'est une expérience de mort imminente ? C'est cette fameuse phase de décorporation. On est mort cliniquement et on se décorpore. On se voit au-dessus de la table du chirurgien en train de nous réanimer. Puis on va dans ce grand tunnel blanc lumineux. Il y a des fois une phase de rencontre avec un défunt. Et puis pour une raison inexplicable, un moment d'un seul, de manière très choquante d'ailleurs, on revient dans son corps. Ce que vous décrivez là, c'est ce que tout le monde raconte ? Alors oui, effectivement, culturellement parlant, peu importe notre religion, peu importe l'endroit dans le monde où on habite, peu importe notre culture, on décrit tous la même chose. Alors les scientifiques se sont posé la question déjà de comment accueillir ces patients. Est-ce qu'ils avaient potentiellement eu un accident au niveau de leur cerveau ? Qu'est-ce qui s'était passé ? Et psychologiquement,
finalement, comment on vit après une expérience de mort imminente. Alors, la majorité des expériences de mort imminente sont vécues de manière extrêmement positive. C'est des gens qui n'ont plus peur de la mort, qui se disent, si finalement la mort c'est comme ça, alors tout va bien se passer. Alors, il y a quelques expériences de mort imminente qui ne sont pas positives, et ça arrive aussi, mais pour autant, la plupart du temps, ça devient une ressource. Pour les scientifiques, 2 possibilités d'expliquer ce phénomène. La stratégie explicative de l'intérieur du cerveau, de in-brain. C'est un processus chimique qui fait que finalement le cerveau se retrouve dans certaines dispositions au niveau de l'équilibre acido-basique, comme les savons, ou encore de la perfusion du sang qui permettrait d'expliquer ce phénomène-là. Et il y a la stratégie scientifique de out of brain qui consiste à dire que finalement la conscience n'est peut-être pas localisée dans le cerveau. Et là, ça devient passionnant. Parce que finalement, c'est un peu comme une émission de télé avec un plateau. Si vous, téléspectateurs qui vous nous regardez, vous voulez venir sur le plateau et que vous cassez votre télé pour rentrer dans votre télé, à l'intérieur de la télé, vous n'allez pas trouver l'émission. Parce que l'émission se fait ici sur le plateau. Ne le faites pas, bien sûr. Ne le faites pas maintenant. Mais donc, la conscience serait peut-être un élément non local et le cerveau ne serait que l'écran de télévision. L'émission, elle, se passerait peut-être ailleurs. Alors oui, ils sont peut-être avec nous, ils sont peut-être partout, ils sont peut-être pas là du tout. Finalement, bien malin, celui qui sait. Merci beaucoup Romain, il va falloir revenir nous parler de spiritisme. Effectivement. Connaissez-vous la tombe la plus fleurie du cimetière du Père-Lachaise? Non, mais vite. Ça ne vous parle pas? Eh bien, en fait, c'est Alan Kardec. Alan Kardec est le père du spiritisme, du courant du spiritisme. Et donc, effectivement... Il faudra revenir nous en parler. Effectivement, mais c'est tout ça pour dire que finalement, ça intéresse beaucoup de monde. Merci Romain, Dominique.